Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Labo. Comme d'habitude, installez-vous confortablement et nous allons passer à un petit classique, retour au True Crime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une affaire particulière. Alors, pourquoi cette affaire est particulière? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser uniquement sur la victime d'un meurtre, mais aussi sur l'accusé, car il s'avère qu'aussi l'accusé était innocent. Je vous laisse découvrir cette enquête après le générique. Donc, comme je vous le disais, c'est une affaire délicate puisque là, une personne a été accusée à tort. Il faut savoir qu'aux États-Unis, puisque c'est là que va se dérouler l'histoire, plus précisément à Los Angeles, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a environ 1% des personnes qui sont incarcérées qui s'avèrent être innocentes. C'est un chiffre qui représente environ 20 000 personnes. C'est quand même plusieurs personnes dont la vie a été gâchée par une erreur judiciaire. Effectivement, la justice n'est pas fiable à 100%, il y a des erreurs. Et les erreurs, on va le voir, sont souvent commises par des personnes trop obstinées par une théorie qui parfois les amène là où il ne fallait pas. Alors tout débute le 1er mai 2003. Le 1er mai 2003, Marta Puebla doit aller témoigner à une audience préliminaire contre son ex-petite amie. Marta a 16 ans, elle traînait avec un homme plus âgé, José Peps Ledesma, qui était en fait chef d'un gang. Et ce même homme a été accusé d'un double homicide. C'est pour ça que Marta est ici pour témoigner contre lui. Elle a été témoin de ces fameux meurtres. Durant ce procès, plusieurs personnes vont se succéder pour témoigner à charge ou à décharge de José. Il y a notamment Mario Catalana, qui en fait faisait partie du même gang. Et dans l'audience qui assiste à ce procès, il y a Juan Catalana, qui est en fait son frère. Il n'est là que pour assister, mais il ne participe pas au procès. Et pourtant, le 12 mai 2003, Juan Catalana va avoir sa vie complètement bouleversée. Ce qui va se passer, c'est une énorme erreur judiciaire. Quelques mois d'enquête auront suffi pour faire basculer la vie de Juan. Car les deux enquêteurs, Martin Piner et Juan Rodriguez, ont conclu, après le témoignage des personnes qui étaient avec Marta lors de son meurtre, que le seul responsable de ce meurtre est Juan Catalana. Il correspond trait pour trait à la description de l'unique témoin. Le problème, c'est qu'ils n'ont que ça. Il n'y a pas de preuves matérielles, il n'y a pas de preuves autres que ce témoignage. Ce qui, l'on le sait, reste souvent léger. Un témoignage, c'est très peu fiable puisque les gens peuvent se tromper, peuvent avoir une mauvaise mémoire ou peuvent de façon délibérée mentir. Et cette fois-ci, le problème n'est pas forcément d'avoir voulu mentir de la part du témoin, mais plutôt un problème de visu. Effectivement, lorsque Marta s'est fait tuer, il était 22 heures passées, il faisait déjà nuit. C'est arrivé brutalement et le traumatisme fait que
La simple description se limite à un homme hispanique ayant une moustache avec les cheveux noirs, qui effectivement, lorsque l'on regarde la caricature qui a été faite suite à ce témoignage, ressemble à Juan Catalan. C'est pour ça que quelques mois plus tard, après le meurtre de Marta, il a été arrêté. Il a été arrêté devant sa famille, c'est-à-dire sa femme et sa petite fille, qui se sont toutes deux retrouvées choquées et abasourdies puisqu'elles ne comprenaient pas du tout ce qui s'est passé. L'arrestation a été un peu brutale puisqu'il y a eu tout un groupe armé qui est venu l'arrêter. Et lors de son interrogatoire, Juan ne comprenait pas de quoi on l'accusait. D'ailleurs, sa femme n'a pas été avertie de pourquoi son mari a été arrêté. Et Juan lui-même l'apprendra durant cet interrogatoire. Et durant ce fameux interrogatoire, il niera toujours être impliqué de près ou de loin dans le meurtre de cette jeune femme. Ceci dit, ça n'a pas empêché les deux inspecteurs de conclure que c'est quand même lui le responsable de meurtre. Et cet homicide peut lui mener jusqu'à la peine de mort, car il va se retrouver face à un procureur assez tenace. En effet, Bess Silverman est très connue pour n'avoir jamais perdu aucune de ses affaires. Elle est même surnommée le sniper puisque elle fait en sorte de toujours obtenir la peine capitale lors de ses procès. C'est dire la difficulté qui se trouve face à Juan. Et pour le soutenir, il va avoir un des meilleurs avocats, Todd Melnick. Et aussi un petit soupçon de chance dans son malheur. Nous allons voir ça tout de suite. Quand Todd Melnick étudie le dossier, il ne sait pas encore grand-chose, forcément, et il va comprendre assez rapidement qu'il y a un souci, car les seules preuves à charge contre Juan ne tiennent que sur un simple témoignage. Donc il y a quelque chose qui paraît invraisemblable, en tout cas, il manque des éléments pour que ce dossier soit solide. Mais il y a beaucoup d'exemples qui montrent que des personnes ont été accusées sur de simples témoignages par le passé, donc parfois cela suffit. C'est pour ça que Todd Melnick va se bouger pour faire innocenter Juan, car il comprend dans la façon dont Juan s'exprime par rapport à l'effondrement et le traumatisme qu'il est en train de vivre, que ce n'est pas lui le meurtrier. Cependant, ce qu'il n'a pu éviter, c'est que Juan soit placé en prison durant sa procédure. C'est pour ça qu'il a décidé de se battre et d'aller au plus vite pour pouvoir le sortir de là. Et comment il va s'y prendre? Tout simplement avec d'autres preuves. Et ces preuves se tiendront sur son alibi. Car quand Todd demande à Juan qu'est-ce qu'il faisait ce fameux 12 mai 2003, il se souvient alors avoir assisté à un match de baseball avec une quantité incroyable de témoins autour de lui. C'est quelque chose qui est une énorme avancée pour sa défense, puisque déjà ça prouve qu'il avait un réel alibi. Maintenant, il faut arriver à démontrer que cet alibi est réel. Et là est toute la difficulté. D'abord, Todd va demander si Juan a gardé les billets. Il le retrouve les billets. Cependant, avoir les billets ne signifie pas que les personnes se sont rendues sur place. Donc ça ne suffit pas. Il faut autre chose. C'est alors que Todd pense à regarder les vidéos, car effectivement ce match a été filmé. Il se met alors au visionnage d'heures de vidéos qui ont été filmés pour essayer de repérer Juan parmi une quantité de spectateurs dans le stade. Il semble l'apercevoir d'après le numéro de sa place, cependant la qualité vidéo ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit bien de Juan Catalan. Il va falloir trouver mieux que ça. Et là, la chance sourit une fois de plus à Juan, puisque ce jour-là, ce que Todd ne sait pas encore, mais qu'il va apprendre,
c'est qu'une série HBO était en plein tournage ce 12 mai 2003 dans le stade. Le même stade où se trouvait Juan. Ils tournaient un épisode de façon discrète, puisque pour des raisons de sécurité, le tournage n'avait pas été rendu public. C'est un réel hasard qu'ils puissent avoir cette information. Cette série, qui s'appelle Curb Your Enthusiasm, la star de cette série s'appelle Larry David, et quand il a été contacté par Todd pour récupérer les rushs, la production ainsi que Larry David ont d'abord été étonnés de cette demande, puis quand ils ont compris que c'était pour potentiellement innocer une personne accusée de meurtre, on permet à Todd d'avoir accès aux rushs pour innocenter Juan. Et effectivement, après le visionnage de Rush, bingo, on voit très clairement Juan avec sa petite fille. L'explication est simple, c'est que la petite fille de Juan voulait des bonbons. Et pour cela, il devait sortir de son rang pour aller en acheter à l'extérieur des places. Et lorsqu'il est revenu avec sa petite fille pour se réinstaller à son siège, il a été stoppé par l'équipe de tournage puisque la scène se tournait juste au niveau où se trouvait sa place et celle de sa fille. C'est alors que le technicien décide que, pour que ce fasse plus réaliste, laisser passer Juan et sa petite fille et les laisser retourner à leur place. Et c'est pour ça qu'on les voit parfaitement bien, pour qu'on puisse les identifier, à la fois de face, mais aussi de dos. Voilà, nous avons la preuve que Juan était au stade. Mais malheureusement, cela ne suffit pas non plus, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'horaire est toujours inscrit sur les caméras, et du coup, sur les rushs, elles apparaissent aussi. L'heure indique plutôt quelque chose comme 20h. Or, le meurtre a eu lieu après 22h. Donc ce n'est pas suffisant pour prouver que Juan n'était pas sur la scène du crime à l'heure du crime. Il aurait très bien pu partir plus tôt et donc avoir le temps de tuer Martha. Donc il faut trouver une autre preuve. D'abord, son avocat va lui demander s'il a acheté quelque chose. Il explique que oui, il a acheté une carte de baseball qu'il voulait offrir à sa fille pour souvenir. Malheureusement, il n'a pas payé en carte bleue, il a payé en cash. Il n'y a donc pas de traces. C'est alors qu'une autre idée apparut dans la tête de Melnick, à savoir le recoupement téléphonique pour essayer de capter où se trouvait Juan quand il a reçu ses appels d'après les antennes téléphoniques. Effectivement, sa femme l'a appelé plusieurs fois ce soir-là puisqu'elle voulait savoir à quelle heure finissait le match pour savoir l'heure à laquelle allaient rentrer son mari et sa fille. Ces appels ont permis, grâce au recoupement, de savoir que Juan Catalana était au stade à 22h. Ce qui ne lui laissait absolument pas le temps d'aller tuer Martha, qui habitait en banlieue de Los Angeles à Sun Valley. Cette preuve-là, c'est ce qui va sauver Juan Catalana. Et c'est là qu'on se rend compte que l'acharnement policier peut parfois avoir des conséquences très graves. Parfois, il permet de ne pas lâcher une affaire et de ne pas en faire un cold case, c'est-à-dire une affaire classée malgré qu'elle n'ait pas été résolue. Mais parfois, à vouloir trop résoudre un crime, on en accuse les mauvaises personnes. Aujourd'hui, Juan explique qu'il n'a pas de haine envers les policiers qui l'ont arrêté. Il explique que s'il ne veut pas ressentir de haine envers ces hommes, c'est parce qu'il ne veut pas se pourrir sa vie. Puisque lorsque l'on garde une haine trop importante envers des personnes qui nous ont fait du mal, intentionnellement ou pas, c'est plutôt nous-mêmes que l'on est en train de gâcher. Et non pas heurter ces personnes qui finalement s'en fichent. Elles ne sont pas forcément touchées par le ressenti de la personne qui a été accusée à tort. Donc il préfère passer à autre chose et se dire qu'il a eu de la chance dans son malheur, puisque ce jour-là,
une émission de télé lui a sauvé la peau. Je sais que cette vidéo d'aujourd'hui est un peu plus courte, mais j'ai voulu la faire parce que je suis toujours autant choquée lorsque je vois des affaires où les personnes ont été accusées à tort et ont même été en prison. Je ressens toujours une énorme colère quand je lis ce genre d'articles, ce genre de livres ou quand je vois ce genre de documentaire. Et c'est la même émotion de colère que lorsque des victimes ne sont pas reconnues en tant que telles. Mais on peut se dire aussi qu'une personne accusée à tort reste une victime. Aujourd'hui, Juan est très proche de son avocat avec qui il est devenu ami et les détectives ont eu une sanction, à savoir le détective Martin Piner a lui été évincé de la police criminelle et son collègue Juan Rodriguez a été transféré dans les services des fraudes. Pour une fois, ce genre d'histoire finit bien, mais sachez que ça n'arrive pas très souvent. Il y a des associations qui se battent aujourd'hui pour rouvrir des dossiers quand il y a un soupçon assez important d'accusation à tort. Heureusement que les personnes comme ça travaillent pour innocenter des personnes enfermées pour des meurtres ou des crimes qu'ils n'ont pas commis. Pour deux choses, déjà parce que ce sont des personnes qui payent pour quelqu'un d'autre, et puis surtout, un criminel reste en liberté. Je ne sais pas ce qui est le pire entre être enfermé à tort ou laisser courir un criminel qui peut potentiellement récidiver. C'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter et se dire à la prochaine. J'espère que vous avez bien aimé cette histoire. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça aide. Et puis si vous voulez savoir s'il y a d'autres contenus qui peuvent vous intéresser, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez, vous pouvez me donner quelques petites idées en commentaire sur des prochains sujets. J'ai bien sûr mes propres idées, mais je veux surtout vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à me donner d'autres idées et conseils. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!